Friends, colleagues, Amis, collègues, bonjour. merci d'être parmi nous pour cette occasion unique qui vise à avancer le dialogue et de mettre en œuvre des propositions d'action afin de nous adapter à la crise de changement climatique. My name is Darren Gilmore. Je m'appelle Darren Gilmore, je suis directeur général de la Société royale du Canada. J'ai l'occasion de vous présenter le présentateur d'aujourd'hui, Nathan Obed, le président d'Inuit Tapirit Kanatami. Nathan est originaire de Nain, la communauté la plus au nord de l'Inuit du Labrador. Pendant 10 ans, il a habité à Iqaluit, au Nunavut, et a travaillé comme directeur du développement social et culturel pour Nunavut Tungavik Incorporé, l'organisation qui représente les droits des Inuits du Nunavut. Il a consacré sa carrière à travailler avec les organisations représentatives des Inuits pour améliorer le bien-être des Inuits au Canada. J'ai rencontré Nathan il y a 6 ans à Iqaluit. Pendant mes premières rencontres, Nathan a eu la gentillesse de me guider gentiment, mais fermement, mon engagement auprès des Inuits de l'Inuit Nunangat. Quelques mois plus tard, à l'automne de 2015, Nathan était élu le président de ITK et j'ai eu l'occasion de lui présenter lors d'un événement public sur les politiques. Plusieurs collègues m'ont rejoint à la suite de cet événement-là. Ils m'ont décrit leur notion qu'ils avaient observé un nouveau genre de leadership. À l'époque, c'était mon impression aussi. Et cette impression-là s'est seulement approfondie avec le temps. Bien que ce n'est pas mon rôle d'évaluer les réussites, le mandat de Nathan de 2015 à 2018 en tant que président de l'ITK a été ponctué par des résultats d'organisation impressionnants du point de vue objectif. Je vais en citer 4, mais il y en a bien d'autres. Tout d'abord, l'établissement du comité de partenariat Inuit-Huron qui a fourni un nouveau forum efficace pour la prise de décision à haut niveau. Le travail de ce comité-là a continué depuis son établissement. Deuxièmement, pour la première fois, dans le budget de 2018, il y avait une section qui était spécifique aux Inuits, qui indiquait des investissements pour l'élimination de la tuberculose, faire avancer un sondage de la santé inuit permanente et le logement. Pendant ce moment-là, ITK a également obtenu un engagement du gouvernement fédéral de travailler avec les régions inuites sur l'élimination de la tuberculose dans les communautés septentrionales d'ici 2030 plutôt. Troisièmement, la stratégie nationale inuit sur la recherche a été publiée au début de 2018, l'année où le Canada était le président du G8. En mars 2018, l'ASRC a organisé le premier de ces événements, les sommets de recherche du G7. Et l'événement a été souligné par la présentation de la stratégie de recherche aux participants et une conférence, une allocution prononcée par Nathan. À ce jour, j'ai des collègues qui se rappellent de l'adresse de l'allocution que Nathan a donnée au sommet sur la durabilité arctique à Montréal et leur sentiment d'être témoin d'un nouveau genre de leadership. L'élection récente de Nathan, un troisième mandat comme président de ITK, nous donne l'occasion de faire le point sur les réussites organisationnelles pendant son deuxième mandat de 2018 à 2021. Ceux-ci comprennent la stratégie du logement Nunangat Inuit et la stratégie du changement climatique national Inuit, ainsi qu'une transition vers la refonte de la relation entre les Inuits et le Canada par l'entremise des excuses de la ministre Bennett de l'époque au Ahar Mute de Eniadalik et des excuses du premier ministre Trudeau pour les mauvais traitements infligés aux Inuits durant l'épidémie de tuberculose pendant les années 50.
Avec l'arrivée de la pandémie de la COVID-19 au Canada, la défense des droits et les efforts de mobilisation de l'ITK ont contribué à une forte réaction dans le Nunangat Inuit et ces efforts ont continué sans relâche. Depuis la dernière année, seule la dernière année, l'ITK a fait des contributions essentielles qui ont résulté dans l'adoption par le Parlement de lois visant la mise en application de la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Également, pendant la dernière année, l'ITK a publié la stratégie de sécurité alimentaire de Inuit et Nunangat et a lancé 2 nouvelles initiatives de recherche. Nathan et ITK ont également continuellement encouragé les Canadiens d'une côte à l'autre de reconnaître qu'utiliser une autre culture ou une autre identité ethnique pour des fins de divertissement, ce n'est pas acceptable. ITK a été fondé en novembre de 1971 et juste quelques semaines avant son 50e anniversaire, Mary Simon a été nommée gouverneur général. Il s'agit de la première personne autochtone à occuper ce poste. Nathan se prestera de noter que les réussites remarquables de l'organisation de l'ITK des derniers 6 ans, je n'ai cité que certains, n'ont pas été le résultat des efforts d'une seule personne. C'est des efforts collectifs. Bien qu'on ait accompli beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail qui pose énormément de défis et qui va exiger beaucoup de une attention urgente. Toujours est-il que même pour des athlètes d'endurance comme Nathan, il vaut la peine de parfois et de brièvement regarder par-dessus son épaule pour se rassurer que du travail utile a été accompli. Et là, les yeux reviennent vers l'avant et le travail continue. Aujourd'hui, Nathan a eu la gentillesse de revenir vers un sommet de recherche de G7 de la SRC 3 ans et demi après son dernière conférence pendant ce forum, afin d'offrir ses réflexions sur comment assurer une juste transition vers la carboneutralité. Pour le remercier pour faire cela, je voudrais, au nom de la Société royale du Canada, offrir nos félicitations à l'ITK sur ses 50 ans. L'organisation brille encore plus brillamment à l'avantage de tous, au bénéfice de tous. Je soupçonne qu'en apprenant de Nathan aujourd'hui, vous aussi, vous pourrez sentir que vous êtes en train de témoigner une nouvelle forme de leadership. Amis, collègues, le président d'Inuit Tapirit Kanatami, Nathan Obed. Merci bien, Darren, pour vos paroles attentives, vraiment attentifs. Je suis honoré d'être là comme président d'ITK et également, je suis honoré d'être votre ami, Darren. Alors, merci pour cette présentation-là. Et oui, c'est pas mon fort de regarder par-dessus mon épaule, par derrière, mais merci d'avoir exprimé clairement certaines choses qui sont passées depuis 6 ans à ITK. Nous avons été très chanceux à ITK d'avoir un gouvernement qui s'est pointé vers la réconciliation, qui a travaillé sur plusieurs enjeux importants. On a tellement de pain sur la planche, mais on est optimiste en ce moment grâce au fait que nous avons un gouvernement, une population canadienne qui s'intéresse à la réconciliation, qui s'intéresse à la terre natale inuit et également imaginer le Canada d'une autre manière, très différente. Ça part à partir de cette notion d'imaginer le Canada comme si avec l'Arctique qui est rattaché. Je vais rentrer dans plusieurs de ces discussions-là et je vais les rattacher au changement climatique et le besoin d'action climatique et une transition juste. Mais je vais commencer en vous parlant un peu de ITK. Les Inuits ont un modèle de gouvernance qui est à côté, qui est parallèle
aux paliers municipaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux que vous connaissez bien sans doute. Peut-être que certains d'entre vous ont été élus leaders ou ont desservi ces institutions-là. Les Canadiens pensent souvent que la gouvernance autochtone comme une forme très différente de réalité. Quelque chose qui ne correspond pas facilement au système provinciaux, territoriaux ou fédéral. Peut-être que quand on entend parler d'un danger autochtone et on entend certaines personnes autochtones s'exprimer, mais vous n'avez peut-être pas la même compréhension de modèle de gouvernance autochtone et de groupes d'ayants droit qui explicitent leur position comparée à des individus qui ont des opinions fortes. Je vais juste commencer en disant que ITK est l'organisation de représentation pour les 65 000 Inuits canadiens. Il y a 4 régions de réclamation territoriale qui ont des traités avec le gouvernement canadien. Nunavut dans le nord du Labrador, Nunavik au nord du Québec, Nunavut, ce qui est également une compétence créée par une entente sur la réclamation territoriale, l'entente Nunavut, l'article 4. C'est essentiellement la naissance de cette compétence-là. Et Nunavut, la région, cette région au nord les territoires du nord-ouest. Chacune de ces régions issues de réclamation territoriale a une organisation qui est des organisations pour les réclamations territoriales. Il y a des bénéficiaires qui sont inscrits pour chacune de ces régions-là et chacun de ces bénéficiaires, une fois qu'ils ont l'âge de 16 ans, peuvent voter dans des élections démocratiques pour leur leadership. Les 4 présidents des Inuit, c'est un président et PDG, Dwayne Smith. Il s'agit du CA pour ITK. Et ainsi, moi, je ne suis pas élu fondé sur ma propre plateforme ou une plateforme partisan. Je suis élu fondé sur la capacité que j'ai de mettre en application les résolutions du CA de l'ITK ou en particulier ou les directives qui viennent des 4 régions de réclamation territoriale. Alors, quand ITK publie une stratégie où je fais des remarques officielles, je ne vous parle pas comme individu. Je ne parle pas au nom d'un parti quelconque qui contrôle une institution quelconque. Je vous parle au nom des intérêts des Inuits, des personnes Inuits au Canada. Ça devient de plus en plus difficile au 21e siècle, surtout au fur et à mesure que davantage de Inuits laissent les territoires du Nord et vivent dans le sud du Canada, et au fur et à mesure que les intérêts politiques deviennent qu'il y a plus de divisions, que nous connaissons davantage de divisions dans nos modèles gouvernementaux. Une bonne part de mon travail, c'est d'assurer l'union des Inuits et s'assurer que les positions que le ITK adopte sont vraiment une réflexion du collectif Inuit. Ça signifie également que vous pourrez rencontrer un Inuit individuel qui a une position très différente ou une opinion très différente des positions de l'ITK que seront véhiculées aujourd'hui ou qui figurent dans nos stratégies ou dans nos déclarations publiques. Je dirais que c'est tout à fait le cas dans tous les modèles de gouvernance au Canada. Il y a plusieurs personnes ici en Ontario qui ont différentes opinions sur ce que le gouvernement d'Ontario devrait faire ou les positions qu'adopte le gouvernement d'Ontario que eux-mêmes ils adopteraient. Ça ne signifie pas que le premier ministre perd son droit de gouverner en fonction
d'un membre donné de sa compétence, le fait qu'il n'est pas d'accord, qu'il ou elle n'est pas d'accord avec le Premier ministre. C'est souvent quelque chose que les Canadiens sont prêts à accepter lorsqu'ils rencontrent une personne autochtone avec un point de vue différent, un point de vue en fait qui est différent d'une institution autochtone. Je veux prendre un petit moment, je vais juste m'arrêter là-dessus parce que j'ai un peu de temps. C'est important dans cette discussion de comprendre qui parle et pourquoi. Nous pouvons tous avoir des opinions. Le monde, à ce moment-ci, a besoin de militantisme et de leadership individuel tout autant que le leadership collectif et le leadership en matière de gouvernance et en matière de compétences. Nous formons un tout, un ensemble, et nous faisons notre part là-dedans. Mais c'est de faire preuve d'être conscient de qui on écoute et comment on catalogue ce genre de renseignements-là et comment on l'emploie dans le monde et comment on l'utilise pour se soutenir les uns les autres ou dans le travail que nous faisons, pour nous soutenir les personnes inuites. Les 4 zones d'établissement dans nos ententes de réclamation territoriale représentent un tiers de la masse du Canada. Les Inuits ont soit propriétaire unique ou de co-gestion sur un tiers du Canada. Dans ce tiers-là, il y a 65 à 70% des côtes du Canada se retrouvent dans ce territoire-là. Alors, la majorité des côtes canadiennes se trouvent dans Inuit Nunavut. C'est co-géré par l'entremise de ces 4 ententes de réclamation territoriale et d'autres mécanismes qui ont été créés en relation à la mise en application de nos droits autochtones tels qu'ils existent pour former une superficie du pays qui est gouvernée en partenariat entre le gouvernement fédéral, les provinces et territoires et les Inuits. Il y a seulement 65 000 Inuits au Canada. Un bon nombre d'Inuits vivent à l'extérieur d'Inuit Nunavut. Nous sommes encore la population majoritaire dans chacune de nos 51 collectivités à travers Nunavut. Et dans la plupart de nos collectivités, la langue maternelle est encore l'Inuktitut. C'est le mot qu'on emploie pour décrire tous les dialectes de notre langue. L'Inuktitut est un dialecte de Inuktitut. C'est un espace tout à fait autre que la plupart du Canada du Sud. Il y a seulement 2 chemins. Pardon, il y a seulement 2 collectivités qui sont connectées à des routes qui fonctionnent toute l'année, à Inuvik et là, le chemin qui contient maintenant jusqu'à Tuktoyaktuk. Alors, considérez que à travers toutes nos 51 collectivités, il y en a seulement 2 qui sont un service de traversier marin et que toutes nos collectivités sont soit sur des rivières, des lacs ou dans l'environnement marin. Nous avons si peu d'infrastructures et ça, c'est le résultat, des défis de la géographie, certes, oui, mais la nature coloniale aussi, notre relation avec le Canada est 3, l'incapacité de trouver la volonté politique d'alléger les écarts que nous connaissons les inégalités que nous connaissons dans nos collectivités au niveau de l'infrastructure, logement, soins de santé, éducation. Une bonne part de nos collectivités sont plutôt jeunes. C'était uniquement après la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'époque de la guerre froide, que le gouvernement fédéral crée des politiques qui ont soit relocalisé les Inuits ou ont instauré des mesures coercitives afin que les Inuits se déménagent dans des endroits d'établissement plus de style sud.
Auparavant, on était plus saisonnier, on a des endroits spécifiques où on appartient dans le monde, mais on a passé un certain temps de l'année sur la terre, certains sur la glace en mer, dans les îles, dans différentes parties de notre terre natale. C'est selon où il y avait davantage d'abris, où les ressources pour la nourriture et l'eau étaient les meilleures, et également en fonction de nos familles et de nos liens d'appartenance. Nos vies sont tout à fait complètement différentes qu'il y a 50 ans. La formation d'ITK en 71, c'était un rappel du chemin qu'on a pu faire. Il y a eu beaucoup de discussions des Inuits qui passaient de l'ère de la pierre, de l'ère numérique en 50 ans. Je n'aime pas forcément il donnait cette vision-là, mais la façon qu'on vit quand même est fort différente. Mais l'enracinement de notre connaissance traditionnelle, nos valeurs dans le monde, nos relations entre nous, ça continue d'être une valeur constante à travers tout ce qui s'est produit chez les Inuits. On se trouve on connaît une autre crise maintenant. La période coloniale c'était un moment de crise pour nous, dans notre culture, dans notre société, dans notre langue. Le bien-être de notre population, nos enfants, notre éducation, la capacité de pratiquer notre culture. Maintenant, on a continué, on a créé des mécanismes d'autogouvernance et des arrangements constructifs avec le Canada pour assurer notre bien-être et pour s'assurer que nous avons accès à un pouvoir décisionnel et un pouvoir d'autonomie au sein des modèles qui existent dans le pays. Mais la crise climatique que nous connaissons est un nouvel genre de crise. Ça peut être tout autant destructeur et tout autant dévastateur que certains des défis que nous avions connus pendant la période coloniale, surtout en ce qui a trait à notre propre bien-être et la continuité, la perpétuité de notre culture, de nos langues, de nos coutumes traditionnelles. Nous connaissons des défis pour comprendre notre environnement et comprendre les patrons météorologiques saisonniers afin de rester en sécurité lorsque nous voyageons au sein de nos terres natales. Mais également, ça coûte plus. Ça coûte plus cher pour avoir un logement. Ça coûte plus cher d'aller accéder à nos terres ancestrales et de faire tout ce qu'on peut pour garder un style de vie traditionnel avec la certitude qui est créée par nos connaissances s'érode sous nos pieds. Nous avons déjà connu un réchauffement de 2,2 degrés Celsius sur les niveaux traditionnels. Nous sommes déjà au-delà des objectifs établis dans l'accord de Paris. Nous avons déjà vu des changements immenses au niveau de l'environnement physique. Nous avons également vu des changements en ce qui a trait à la distribution de la faune et de la santé de la faune. Nous dépendons énormément sur la glace en mer comme mode de transportation. Ce sont nos autoroutes pour la plupart de l'année. Mais également, ils nous fournissent accès aux territoires de chasse traditionnels, des endroits traditionnels ou de façon saisonnière, où on avait des encampements, où on vivait avec nos familles. Également, le risque de perdre nos vies ou de se blesser lorsque l'on est sur les terres ancestrales. Il y a des cas au haut profil où les Inuits sont tombés à travers la glace en mer, sur les sentiers et des endroits où on a voyagé depuis des millénaires et qu'on a toujours connu comme étant sécuritaires. Lors des moments de l'année où les gens voyageaient. On a également vu des événements météorologiques plus extrêmes. Il y a des changements au niveau de la chaleur des eaux de la mer. Il y a des changements dans les glaciers
le permagel dégèle en ce moment. Et tout ça crée beaucoup de défis pour nous au sein de nos collectivités, surtout lorsque toute notre infrastructure est construite en gardant le permagel à l'esprit. Il n'y a pas beaucoup de collectivités qui sont bâties sur la roche. C'est surtout sur le permagel. Si vous êtes à Nunavut et Nunavik, vous allez voir que la plupart des logements sont élevés par-dessus la terre. Tout est sur des poteaux. C'est à cause du fait que le permagel transitionne de façon naturelle et le fait qu'on ne peut pas mettre des fondations en béton sur le permagel. Au fur et à mesure que les étés deviennent plus intenses et le permagel fond, nous allons avoir beaucoup plus de dangers au niveau de l'infrastructure qu'on n'a jamais connu auparavant. Nous allons avoir d'autres défis au niveau de l'eau et la capacité d'accéder à de l'eau potable fraîche et l'infrastructure qui soutient le fait que cette eau-là se rende chez les individus et chez les collectivités. On voit ce qui se passe en Colombie-Britannique dans les nouvelles nationales cette semaine et on songe forcément aux changements terribles qui nous arrivent de plein fouet. Au sud, ils sont déjà en fait, ces changements-là ont déjà commencé dans le Grand Nord, en Arctique. Nous ne devons pas uniquement les Canadiens dans la mine de charbon. Par transition vers une transition équitable, on doit être des partenaires décisionnels, des partenaires politiques avec le gouvernement, avec la communauté universitaire, pour s'assurer que les positions inuites en matière d'action climatique sont considérées de la même manière que l'on considère des enjeux de compétences au niveau des provinces et des territoires et que l'on considère les enjeux dans les collectivités. Les mesures que nous adoptons au niveau comme pays, au niveau de la politique climatique, ont énormément de répercussions pour chez les Inuits. Et davantage que le Canada peut faire pour entraver et limiter les émissions de gaz à effet de serre et arriver à la carboneutralité. Il va falloir avoir des transitions de la façon qu'on considère l'économie et des vérités difficiles que, selon moi, le Canada ne s'est pas encore dit au niveau de la production énergétique, au niveau des objectifs, des aspirations du Canada. En ce moment, le Canada, c'est le 4e plus grand producteur de pétrole au monde. Je sais que c'est un équilibre difficile que le Canada joue où on est leader climatique tout en étant en exerçant des exploitations minières d'exploitation. Nous avons créé une stratégie climatique chez nous. C'est surtout sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, face au changement climatique. Nous sommes également ciblés sur l'action climatique par les États-nations, que ce soit au niveau de l'ONU ou au niveau canadien ou les niveaux sous-national. Mais tout d'abord, nous sommes préoccupés par choses comme les réseaux côtiers à Tuktoyaktuk où les maisons tombent littéralement dans la mer. Nous sommes préoccupés par les Inuits qui tombent à travers la glace sur les routes traditionnelles de glace des mers sur lesquelles nous avons voyagé depuis des millénaires. Nous sommes préoccupés par le gel du permagel, le dégel du permagel et l'instabilité au niveau des ressources en matière d'eau potable ou dans l'environnement naturel pour les êtres vivants. Nous sommes préoccupés par les changements à la végétation. Nous sommes préoccupés par les espaces invasifs qui perturbent l'équilibre dans lequel nous vivons et dans lequel toutes les choses vivantes vivent. Nous sommes également préoccupés par de la manière que nos collectivités sont perçues au niveau des actions nationaux et internationaux. Le gouvernement canadien s'est engagé à dépenser 5 milliards de dollars sur 5 ans pour
soutenir le financement climatique dans les pays en voie de développement. On voudrait voir que le gouvernement canadien s'engage à donner davantage de fonds pour les intentions, à l'intention de nos propres collectivités. Il s'agit de créer des infrastructures équitables, de faire la transition de la génération d'électricité par le diesel à des sources plus éco-énergétiques et plus vertes. Il s'agit de revoir le système de transportation afin de créer moins de gaz à effet de serre. Il y a un tas de choses que nous voulons faire que nous n'avons pas de ressources à faire aujourd'hui. On a créé un grand nombre de choses afin de considérer les effets de la nourriture du pays et de l'obtenir a un effet sur le niveau de notre pauvreté et de notre santé. Juste un Nunavut. La récolte annuelle de la nourriture du paysage est l'équivalent de 100 000 $ achetés dans les magasins. Dans la réalité, là où le changement climatique coupe certaines options afin que nous puissions récolter nos aliments traditionnels où ces sources ne sont pas présentes encore, ne sont plus disponibles, nous devons trouver des solutions créatives qui sont en ligne avec notre société, qui sont respectueuses, mais aussi qui nous gardent en bonne santé et hors de la pauvreté. Il y a un grand nombre d'autres choses que je pourrais mentionner. Le travail que nous faisons avec la communauté académique et avec les gouvernements s'agit vraiment d'un partenariat. Il ne s'agit pas forcément d'entendre toutes les choses horribles et puis partir en disant il va falloir que je fasse plus de choses dans mon coin particulier. C'est juste qu'on demande une nouvelle façon de travailler, une approche de partenariat, là où le gouvernement fédéral et territorial et provincial et tout ce qui s'en est directeur, leader dans le climat permettent de la participation, qui réimagine le Canada avec l'Arctique en tant que priorité assez importante dans toute l'action sur le climat vers la transition. Merci beaucoup pour votre temps. J'apprécie énormément de faire partie de cet événement aujourd'hui. Hi everyone. Bonjour à tous. Merci infiniment, Nathan, pour votre discours. Je m'appelle Rick Smith, président de l'Institut canadien pour les choix du climat. Merci, Nathan, pour ces vérités difficiles, comme vous dites, et je veux me remercier avec Darren à ITK, un anniversaire de 50 ans. Nous sommes reconnaissants de leadership de la part de ITC, aussi dans le changement climatique. Merci d'avoir amené ces commentaires aujourd'hui. Les Canadiens, comme vous avez dit, doivent comprendre que l'Arctique a toujours réchauffé au-delà de 2 degrés. Et vos mots, en imaginant le Canada avec l'Arctique attaché à lui, ça veut dire de reconnaître, atténuer, de prévenir les effets du changement climatique continu sur les collectivités autochtones. Reconnaître dans les peuples autochtones comme les preneurs de décisions importantes. C'est quelque chose qu'on doit toujours lutter pour éteindre. Récemment, quand j'étais à Glasgow la semaine dernière, il faut dire que l'une des présentations les plus émotionnantes, passionnantes que j'ai vues, c'était microgrids sur l'énergie renouvelable dans les microgrids dans les collectivités autochtones et les bénéfices multiples qui seraient un résultat de ce type d'infrastructure d'énergie si c'était suffisamment financé et repoussé par nos gouvernements respectifs. Encore merci pour vos commentaires.
J'ai le grand responsabilité de dire un grand remerciement à tous qui sont impliqués dans cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup à nos panélistes pour leur perspective et merci à vous, le public, de nous joindre de partout dans le Canada et dans le monde. Au nom de la Société royale du Canada, je tiens à vous remercier d'avoir passé quelques heures avec nous. Nous espérons que vous avez trouvé la discussion aujourd'hui stimulante et utile pour vos propres programmes de recherche. Today's Royal Society of Canada G7 Research Summit. Le sommet de recherche G7 de la Société royale du Canada s'est concentré sur l'atténuation, les options d'atténuation sur le changement climatique en utilisant les déclarations de G7 sur la carboneutralité comme la base de ces déclarations qui étaient sorties. Cette déclaration en mars n'aurait pas pu être plus claire sur le besoin d'une action immédiate sur le changement climatique. Cette déclaration, elle dit, le changement climatique est une chose danger, présente et réelle. La science nous dicte que nous devons maintenant réagir et dans l'avenir afin de livrer la carboneutralité dans l'avenir. Si on veut éviter un réchauffement climatique inévitable, c'est une opportunité de faire l'adaptation vers le changement climatique. Fin de citation. Un thème consistant qu'on a entendu au tout cours des 3 séances aujourd'hui, c'est que c'est possible et nécessaire de garder en tête, à l'esprit, 2 pensées en même temps. D'abord, c'est qu'on fait du progrès sur le défi du changement climatique. Très souvent, il y a beaucoup de nihilisme qui rentre là-dedans. Et on peut bien comprendre, mais beaucoup de nos panélistes aujourd'hui nous ont rappelé que cela s'agit d'un problème qui a une solution. Nous savons en grande partie ce qu'il faut faire. Comme exemple, certains panélistes ont parlé les annonces récentes positives de la part de COP26 au Glasgow en parlant des solutions à base de la nature. Et comme un exemple, le nouvel engagement des 28 pays à terminer la déforestation est un vrai pas en avant. Deuxième pensée qu'il faut garder en esprit et prendre en compte, c'est qu'on ne fait pas suffisamment. Et beaucoup de nos panélistes nous ont aussi rappelé de cela aujourd'hui. L'urgence du changement climatique dicte qu'il faut accélérer nos activités en gardant le réchauffement à 1,5 degré, surtout au Canada où il y a beaucoup de nos pays qui ont réchauffé plus. 1,5, ce n'est pas agréable d'avoir. Ce n'est pas c'est gentil de l'avoir. Non, il faut avoir. Nous savons que le changement climatique change les incendies, les catastrophes naturelles. Le changement climatique n'est pas un problème qui va se matérialiser demain. Ça affecte la qualité de nos vies ici et aujourd'hui. Autre chose qu'on a vu de la journée, c'est de mettre à plus grande échelle les approches, de faire d'atténuer et réduire les niveaux de carbone à courte durée, ce qui est dit aux safe bets, on appelle les paris sûrs, ainsi que développer ce qu'on sait jokers, on appelle les dits jokers, des nouvelles technologies afin de réduire les niveaux de carbone, surtout dans la période de 2030 à 2050. Cette année qui vient va être un moment critique dans l'atténuation de notre pays au changement climatique afin de faire toutes ces choses. Comme établi dans le nouvel loi sur la responsabilité sur la carboneutralité, est complet avec les détails de certaines filières début 2022. Aussi, dans les prochains mois à venir, le gouvernement fédéral s'est engagé à créer une nouvelle stratégie d'adaptation au changement climatique. Et sur le fond des inondations terribles aujourd'hui en Colombie-Britannique, et nous avons des amis et de la famille en Colombie-Britannique, l'impératif de s'améliorer beaucoup au niveau de l'adaptation au changement climatique ne pourrait pas sembler plus clair. Dans quelques années, l'ONU va convenir les pays du monde au COP27 en Égypte. Les nations du monde se sont mis d'accord cette semaine de rendre à ce rendez-vous les preuves de leurs performances et rendements au niveau de réduction. Et donc, il y a une pression comme jamais à livrer, même pour le Canada. Et nous sommes tous être engagés afin de faire avancer cela.
La Société royale du Canada, célébrons ça continue cette semaine. Je vais vous rappeler des événements à venir. À 4 heures, 16 heures Eastern, il y a un panel sur les données de santé au Canada et ça va reprendre le programme demain à 9 heures Eastern avec la pandémie qui est organisé par l'Université de McGill. Toute cette programmation de la semaine importante reflète la Société du Canada royal et leur engagement à travers des générations aux sciences. Donc, c'est la fin de notre événement aujourd'hui. Merci à tout le monde.